chers lecteurs, chers téléspectateurs. C'est un plaisir heureux pour nous de prendre la parole pour présenter et discuter d'ouvrages très importants, très actuels, commis aux éditions L'Harmattan par le docteur Sagar Seck. Elle nous vient tout droit du Sénégal et elle nous fait le plaisir et l'honneur de visiter le Cameroun. En tant qu'auteur de L'Harmattan, il était normal qu'elle fît un tour pour pouvoir discuter avec ses lecteurs et potentiels relecteurs, des critiques littéraires. Bienvenue, très cher ami. Merci, Roger. Un plaisir aussi de partager le panel avec mon frère de route, mon frère de lutte, mon ami de toujours, le professeur Pascal Lestweyem, grand expert des questions de conflit, de paix, des géostratégies, de géopolitique, et également de la pensée africaine émergente. L'ouvrage que nous vous présentons ce jour est intitulé « Machiavel et la communication politique ». Comment peut-il se faire qu'un auteur de la Renaissance, du XVIe siècle, tel que Machiavel, sur qui tout, pourrait-on dire, a été pratiquement dit. Comment pourrait-il donc se faire qu'on travailla encore sur Machiavel? Que peut-on dire ou espérer dire de nouveau, d'original, surtout en tant qu'Africain, sur Machiavel? Eh bien, le docteur Sagar sait que dans cette production intellectuelle, épistémologique, heuristique, qui ressortit au domaine de la philosophie politique et morale, nous promène à nouveau dans les dédales de la pensée machiavélienne. C'est une invitation au débat contradictoire sur cette inflation du langage dans le monde contemporain, où on assiste quasiment à ce que certains ont appelé le retour des sophistes. Effectivement, Machiavel donne de penser, que dire, de repenser la communication politique. Et Sagar Seck a opportunément choisi de se pencher sur la question à partir d'un auteur de premier plan. Il s'agit donc de Machiavel. Qui mieux que l'auteur pour nous en dire plus, pour nous en dire mieux? Je voudrais donc passer la parole à l'auteur, au docteur Sagar Seck, pour lui demander, premièrement, ce qui l'a motivé. Ce qui l'a motivé. Pourquoi Machiavel fait courir notre auteur? Pourquoi Machiavel, en ce siècle tourmenté par des crises multiformes, des crises multisectorielles, même des crises épistémologiques avec le déconstructivisme? Sagar Seck, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Merci beaucoup, je vous remercie. Je tiens d'abord à remercier mes amis, mes deux amis ici présents, le professeur Roger Mondoué, qui est un frère, un ami que j'ai connu depuis une dizaine d'années, et mon ami, le professeur Pascal Lestweyem, donc tous deux philosophes. Pour répondre à ta question, Roger, je pense que ce qui m'a motivé, ce qui a justifié de cet écrit, donc, a toujours été une préoccupation de ma part de repenser, d'essayer du moins, de repenser
l'écriture d'un auteur qu'on a quand même assez mal interprétée durant des siècles, parce que quand même Machiavel, c'est un auteur, vous avez dit, de la Renaissance, du XVIe. Mais ce qui a contribué à estampiller ma conscience, ça a été cette façon surtout de lire Machiavel sous un angle unique, que j'ai toujours constaté. On parle toujours de l'auteur en disant que c'est le théoricien du mal par excellence en politique, alors que ce que les gens semblent perdre de vue, c'est le fait que Machiavel écrit dans un contexte bien précis, dans un siècle bien précis, qui est le siècle de la Renaissance, comme vous l'avez dit au départ. Et donc, comme le disait l'autre, n'importe qui écrit, mais ce qu'il dit, n'importe qui parle, autant pour moi, mais ce qu'il dit, il ne le dit pas de n'importe où. Ce qui fait que le langage machiavélien suscité, donc pour ma part, quand même, a suscité chez moi le désir de mieux le comprendre, de mieux l'appréhender. Ouais. Parce que comme le disait Louis Althusser, c'est un auteur qui est aussi saisissant qu'insaisissable. Ouais. Aussi saisissant parce qu'il nous saisit toujours, donc dans la lecture, mais insaisissable dans la mesure où on croit toujours le comprendre, il nous échappe toujours. Ce qui fait que, pour en revenir donc, à ce que je disais tout à l'heure, on peut adopter plusieurs postures pour entrer dans le texte de Machiavel. Moi, j'ai choisi, parce que là, c'est un travail de thèse de doctorat. En thèse de doctorat, parce que j'avais déjà 2 travaux antérieurs en maîtrise et en DEA, où je m'étais beaucoup plus appesantie sur la logique de l'action politique chez Machiavel. Mais en thèse, la logique de l'action politique en maîtrise et le réalisme machiavélien ou l'autonomie du politique en DEA. Mais en thèse, j'ai été influencée par le texte. J'ai été emportée par le texte de Machiavel et je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas suivre Machiavel donc, dans cette logique qui voudrait, comme il le dit lui-même, que l'on se départisse de la vision idéale, c'est-à-dire de cette vision théorétique, comme aurait dit Platon, du réel, donc pour lire le texte à partir du réel. C'est ce que Machiavel appelle la vérité effective de la chose, la verita effettuale de la cosa. Et c'est là qu'il rompt avec cet idéal transcendantal dont parle Platon, donc dans un ouvrage comme La République d'ailleurs. Parce que Platon, lui, il part d'une réflexion assez idéale donc de la politique. Parce que, justement, la façon de penser la politique depuis Machiavel, ouais, c'est ce qui a conditionné justement la façon dont nous voyons de nos jours la politique. Et donc l'enjeu de cet ouvrage, donc de ce travail, c'était d'insister sur une communication qui plus tard, donc après Machiavel, allait conditionner, comme je viens de le dire, la manière dont s'écrira la politique. Parce que depuis Machiavel, on assiste comme, donc, je sais, on a comme l'impression qu'il est très difficile de le dépasser. Depuis lui, la communication politique donc, reste presque adossée donc, à cette lecture du prince, qu'on le veuille ou non, qu'on le lise, qu'on l'ait lu, cet ouvrage ou non. Donc, et là, je parle dans cet ouvrage, par exemple, je fais référence aux différentes figures que l'histoire a connues, que nous avons connues de par notre histoire, donc le monde de manière générale, les grands donc, héros, si on peut dire, les grandes figures historiques, qui l'ont incarné d'une manière ou d'une autre. Ceci même s'ils ne l'ont pas lu. Donc, ouais, à l'opposé de Mussolini, qui a écrit Prélude sur Machiavel en 1924. Lui, on sait qu'il l'a lu. Ouais. Mais en dehors de lui, quelqu'un comme Adolf Hitler, donc quelqu'un comme Mitterrand, donc plus proche de nous, donc, qui est quand même un contemporain. Il est décédé. Il faut dire que des analystes ont également reconnu que le président de la République du Cameroun était un fidèle lecteur du prince de Machiavel. Oui, n'importe qui quand même. Chevet, en tout cas, dit-on. Ouais. Bon, mais on peut dire aussi par la même occasion que même si beaucoup l'ont lu, peu d'hommes d'État l'ont compris et l'ont incarné dans l'action.
Donc, cette subtilité que commande la politique machiavélienne. Donc là, je l'ai dit lors d'une présentation, il y a peu d'hommes qui l'ont véritablement incarné. Je retiens toujours cette figure majeure quand même qui m'a assez intéressée, jusqu'à la fascination d'ailleurs. Donc c'est François Mitterrand qui l'a incarné jusque dans ses subtilités. Donc toutes ces... D'où la théorie du meilleur élève. D'où la théorie du meilleur élève. Oui, bon, on peut continuer. Oui. Donc c'était ça. Oui, l'objectif, c'était de saisir les mécanismes d'une communication qui s'est quand même avérée assez singulière, mais qui a quand même contribué à influencer fortement la pensée politique. Ce qui fait que depuis Machiavel, c'est à partir de Machiavel donc qu'on parle d'une invention de la science politique moderne. Ouais. Alors, professeur Pascal Blaise Toyem, vous qui êtes conflictologue, communicologue aussi, vous êtes conflictologue, mais pas dans le sens de la polémologie. Vous seriez un apôtre de la philosophie de la guerre ou de l'art de la guerre. Vous êtes davantage un irénologue. Vous vous inscrivez dans la perspective de paix, d'une paix durable, une paix perpétuelle, pour parler comme Kant. Alors dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous a marqué dans la réception de cet ouvrage? Vous êtes un des rares Camerounais à avoir reçu en premier cet ouvrage. Merci, professeur Mondoué, chef de département de philosophie, l'un des rares qui tient la canne de la sagesse actuellement au Cameroun. Eh bien, vous m'interpellez sur une dimension extrêmement sensible de la pensée de Machiavel, la réception africaine de la pensée de Machiavel. Il s'agit ici de voir quels sont son impact en termes politologiques, tout au moins du point de la politologie africaine. Eh bien, je vais le dire à la suite du docteur Sagasek, l'auteur de cet ouvrage, qui a une réception inflationnelle de la pensée de Machiavel en terre africaine, en termes d'opérationnalité. C'est chaque homme politique qui se croit fondé à parler de cette, du moins d'opérationnaliser cette pensée. Mais la plupart du temps, il faut le regretter, c'est une lecture au premier degré. Il faut développer, il faut dépasser ici une lecture des écumes pour une plongée en profondeur dans les arcanes de cette pensée et comprendre qu'elle s'inscrit dans le sillage d'une stratégie, de ce que j'appelle ici la prospective stratégique endogène. La prospective stratégique endogène. Autrement dit, comment est-ce que cette pensée, on peut procéder à une réappropriation de cette pensée qui date depuis le XVIe siècle. Et de ce point de vue, donc, les avis sont partagés parce que nous sommes dans un contexte camerounais notamment caractérisé par un désert scientifique, caractérisé par ce que j'appelle ici une dynamique de la nocturnisation épistémologique. C'est une appropriation approximative. Pardon? On n'est pas très dur là? Je ne crois pas. Il s'agit d'une appropriation presque approximative. D'où l'urgence d'une relecture. Au sens d'une au sens d'une urgence de réorthographier Machiavel en terre africaine. C'est ça le nouvel enjeu. Comment réorthographier Machiavel en terre africaine. Il faut l'inviter quand même dans le contexte africain. Je pense qu'on a même ce projet ensemble. Donc, oui, tout à fait. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans la prospective politique africaine, l'imaginaire politique africain gagnerait à se nourrir de la pensée de Machiavel. Tout à fait. Tout au moins à la relire. Oui, exactement. Au fond d'une métabolisation stratégique. Exactement. Pour une meilleure réappropriation
donc, de sa doctrine. Alors, Sagasek, je reviens à vous. Rentrons dans l'ouvrage. Il est structuré en 3 parties. La première partie, alors, vous faites un travail d'archéologie. Vous remontez de strate en strate, de sédiment en sédiment, pour camper les origines de la science politique à la fin des illusions. Qu'entendez-vous par la science politique à la fin des illusions? De la naissance de la science politique, je l'ai appelé plus précisément à la fin des illusions, pour marquer ce moment de rupture qu'introduit Machiavel, donc avec l'écriture du Prince, qui, comme je le disais tout à l'heure, rompt avec la tradition, donc la pensée classique qu'on avait l'habitude de développer à propos de la politique, et qui inscrivait celle-ci dans un devoir-être, comme si la politique était quand même une pratique qui devait être adossée à la morale. Donc, et c'est pourquoi j'ai parlé de l'Antiquité gréco-romaine. Donc, je suis remontée donc, de cette Antiquité pour parler déjà de la manière dont on s'imaginait la politique au réel qu'introduit Machiavel dans la lecture de la politique. Parce que Machiavel, lui, comme je le disais tout à l'heure, c'est le réel donc, qui constitue donc, son socle. Il se base sur le réel. On ne regarde plus le ciel comme chez Platon. On ne rêve plus de ce souverain bien qui voudrait que l'on s'approchât donc de la conduite bonne qui est en rapport donc, avec la morale, avec une certaine conception de la morale, disons-le. Donc cette morale-là donc, qui est adossée au bien. Mais Machiavel dit que ce qui fonde la politique, c'est le réel tel qu'il se passe. Parce que ce sont les hommes qui, en action, donc, vont conduire le politique, donc vont, comment dire, conduire donc, le politique à ce chemin. Donc, ce sont les hommes qui vont influencer, c'est de la manière dont se conduisent les hommes, c'est de cette manière-là donc, que les politiques vont aussi... c'est cette manière qui va inspirer les politiques dans leur conduite. Alors, dans cette antiquité grecque, Sagasek, on peut également mentionner la constitution des Lacédémoniens, tel qu'on peut le lire chez un auteur comme Xénophon. Peut-être que c'est aussi intéressant de voir qu'il y a là une précursion de la pensée machiavélienne avec la République des Lacédémoniens, qui constituait un État martial. Voilà, donc je crois qu'il y a là une anticipation de la pensée de Machiavel dans l'antiplatonisme déjà, incarné par Xénophon. Voilà, rentrons dans la deuxième partie. Vous l'avez intitulé le premier expert, entre guillemets, de la pensée en communication politique. Vous vous interrogez, d'ailleurs. Oui, je m'interroge et j'utilise un terme que j'ai emprunté à Dominique Régnier, qui est actuellement donc, souvent interpellé donc, pour parler de l'actualité de nos jours, l'actualité politique, donc avec cette guerre en Ukraine. Donc c'est un expert en communication politique. Donc là, je m'interroge. Donc je ne voulais pas me risquer à utiliser le terme comme si je le consacrais comme auteur, donc expert, attitré de la communication politique. Mais je constate qu'il y a dans la doctrine machiavélienne, donc la doctrine machiavélienne quand même pourrait conduire à se poser la question de savoir s'il n'a pas été le premier à anticiper la communication politique. Parce que son ouvrage, depuis, est resté éternel. Alors que, quand même, depuis Machiavel, nous avons parcouru plus de 5 siècles. Oui, parlons du rapport entre, dans cette partie, quelque chose de très intéressant, le rapport entre la virtu et la fortuna. Oui. Donc là, c'est des termes italiens. Oui. Virtu en italien veut dire le talent. Donc la virtu. On traduit souvent en disant vertu. C'est pas ça. Donc c'est ce qui justifie que je dise au départ que pour comprendre un auteur, il faut aussi s'inscrire dans son époque. Il faut pénétrer sa langue. Donc pour savoir. Sinon, on risque de perdre de vue. Vous avez dû vous mettre à l'italien.
Vous avez fait des voyages en Italie? Oui, j'ai effectué donc certains voyages. J'ai été apprendre la langue et tout, même si je ne suis pas experte. Donc, je me débrouille. Oui. Mais c'était pour mieux m'inscrire dans le texte. Ouais. C'était pour mieux me confronter à un auteur dont la pensée est assez complexe. Ouais. Donc, il dit quelque chose souvent que l'on pense comprendre sous un angle, mais comme je le disais tout à l'heure à la suite d'Althusser, qui nous échappe toujours donc, dans la théorie. Ouais. Donc, virtu s'oppose, je le disais tout à l'heure, virtu veut dire talent en italien. Ouais. La fortuna, c'est la chance. La chance qu'on peut avoir, par exemple, donc, en héritant d'un père qui est prince. Et je vois que cette actualité, elle est africaine. Donc, mon ami Pascal ne me démentira pas. Ouais. Oui, justement, pour vous couper un peu et relancer Pascal, la virtu, la fortuna, chez nous en Afrique et particulièrement dans le contexte camerounais, cela vous parle quand même? Oui, la fortuna, c'est une catégorie largement mobilisée dans les imaginaires politiques, politiques au Cameroun. Dans un contexte où on assiste à une montée de type compulsif de la foi, la chance devient une catégorie mobilisable sur tous les terrains, notamment politique. Mais il reste à déplorer cette inflation de cette catégorie, de ce concept, qui masque mal, justement, des lacunes réelles de quelques entrepreneurs politiques en crise de stratégie de survie. Bon, alors, je peux vous relancer sur la question. Est-ce que vous voulez insinuer donc par là que l'opposition camerounaise, pour parler d'elle, manquerait de chance, de fortuna? Oui, si on s'en tient au landerneau politique, au Cameroun, on constate que cette opposition camerounaise est accaparée, excusez-moi le terme, pas de braves débrouillards, qui, à défaut de stratégie, justement, campe sur la fortuna. Mais il s'agit d'une fortuna ici mal appropriée qui débouche justement sur un cul-de-sac, au plan opérationnel notamment. Alors, pour sortir de ce cul-de-sac-là, Sagasek a consacré une troisième partie à son ouvrage, troisième partie de son ouvrage, intitulé « Politique et médias à l'épreuve du machiavélisme », qui est une contextualisation, actualisation de la problématique en étude. Alors, c'est quoi cette politique, ou cette médiatisation de politique, ou cette politisation des médias à l'œuvre dans le machiavélisme? En fait, dans cette troisième partie, j'ai voulu montrer le rapport, donc qu'il y a un rapport intrinsèque entre la politique, les politiques et les médias, donc, ou les hommes de presse. Donc, dans la mesure où les hommes de presse représentent ou doivent représenter le premier espace de contrepoint idéologique, dans la mesure où ils sont censés saisir les réalités du pouvoir et donc sont considérés à ce titre comme les meilleurs donc, contradicteurs. Alors, mais là, vous convoquez à plusieurs reprises ici des concepts purement habermasiens. Comment vous arrivez à concilier Habermas, théoricien de l'intersubjectivité, de la démocratie libérale, avec Machiavel? Justement, vous parlez de cette intersubjectivité. Donc, c'est l'élément central qui m'a intéressé chez Habermas pour mieux penser le rapport entre les politiciens et les hommes de presse. Donc, dans la mesure où les hommes de presse, comme je le disais tout à l'heure, représentent déjà des vis-à-vis quand même assez fiables des hommes politiques. Dans la mesure où, je le disais tout à l'heure, ils sont censés comprendre ce qui se joue autour du pouvoir et de ses mécanismes en matière de stratégie et de ruse. Donc nous, le peuple, peut ne pas avoir cette hauteur de vue qui lui permettrait
de saisir derrière le discours des hommes politiques toute la stratégie qui se joue derrière. Oui. Mais les hommes de presse, qui sont donc censés canaliser le débat, donc voir déjà ces hommes de pouvoir en représentation, ils sont quand même censés apporter une sorte de contradiction assez fiable à ces hommes politiques. Et c'est pourquoi ce que j'ai voulu établir en empruntant le terme de Habermas, donc à travers la notion d'intersubjectivité, l'éveil des télélecteurs, ce que j'ai appelé l'éveil des télélecteurs, c'est pour mettre l'accent, pour insister sur le fait que de nos jours, les rapports ne sont plus comme avant. Des rapports qui sont pensés en termes de verticalité. Ouais. Dans la mesure où les hommes, avec le développement des mass médias, les citoyens comprennent mieux les enjeux maintenant, ce qui se passe, tout ce qui se joue autour de la communication. Ils ont tellement compris cela qu'ils sont à même, qu'ils ont quand même cette capacité maintenant de répondre à leur tour. Même si en dernier ressort, le machiavélisme triomphe toujours. Là, j'y reviendrai. Ouais. Quand je dis qu'ils sont aptes à répondre, c'est-à-dire, on le voit nettement à travers des émissions. Donc, les émissions satiriques. Donc, les guignols de l'info à l'époque en France. Ouais. Donc, chez nous, il y a ce qu'on appelle le phénomène de... c'est une sorte de guignol de l'info, on l'appelle le Warsakhalat. Donc, en Wolof, je traduis, ça veut dire donc, sa pensée, donc réagir en conséquence. Et ces gens-là, à travers donc ces gens, je vois le peuple, j'interpelle le peuple est capable maintenant de comprendre la ruse. Parce que je voulais vous demander, justement, que, bon, je vois d'un côté, il y a comme une sorte de bipolarisation. Ouais. L'espace politique, on a d'un côté les potents qui peuvent se transformer en potentats, dans un dictateur, la plupart du temps. Et vous avez de l'autre les mass médias, avec leur corps de journalistes. Bah, j'ai failli, en paraphrasant Arsène Kang, qui a écrit et l'homme dans tout ça, dit et le peuple dans tout ça. Oui, mais le peuple, je le dis, je vois le peuple à travers donc cet électeur-là dont je parle, donc, qui sont capables de nos jours de comprendre, je le disais tout à l'heure, cette ruse qui se joue à travers la communication. Le peuple qui a tellement compris cela qu'à son tour, il oppose aussi aux hommes politiques ce qu'ils pensent. Donc, à travers les réactions qu'on lit dans les journaux, les émissions satiriques, ils se moquent un peu des hommes politiques. Donc, ils reproduisent donc, les actes ou les réactions des hommes politiques comment dire, c'est des émissions satiriques. Donc, comme je l'ai dit, c'est un peu pour se moquer, comme pour dire, on vous a tellement compris qu'on est nous aussi à notre tour capables donc de vous montrer votre véritable image. Voilà, vous vous moquez de nous. Mais je disais tout à l'heure quelque chose qui me semble important, c'est qu'en dernier ressort, et c'est là que je termine donc l'ouvrage, parce que je m'interroge, j'ai voulu jusqu'à la fin de ce texte m'opposer à mon auteur pour montrer qu'on pourrait le dépasser. Et ça n'a pas été facile. C'est pourquoi j'ai emprunté le champ habermasien, donc avec l'intersubjectivité, avec l'espace public, la théorie de l'espace public, l'agir communicationnel, etc. Tous ces concepts-là qu'Habermas développe donc, dans son ouvrage éponyme, l'espace public, j'ai voulu confronter Habermas à Machiavel. Mais en dernier ressort, je me suis rendu compte qu'il y a toujours quelque chose qui triomphe et qui appartient exclusivement au champ princier et qui échappe même au contrôle des journalistes. Dans la mesure où il y a l'effet de l'image. Il y a l'effet de l'image. Donc il y a la caméra. Et les hommes politiques comprennent l'enjeu que représente la caméra. Donc dans la mesure où ils sont obligés de contrôler leur image. Donc pour s'affronter en duel. Donc on vit des élections présidentielles en France par exemple actuellement. Et en dehors de la France, même dans d'autres pays. Et ces émissions nous montrent, à travers les duels qu'on organise, comment les hommes politiques sont conscients de l'attrait de l'image et de certaines expressions qui peuvent ne pas être verbales,
mais qui, à elle seule, donc, résume tout l'enjeu que représente le pouvoir. Alors, par rapport à l'enjeu, justement, professeur Pascal Toyem, dites-nous, si nous revenons, nous croisons l'enjeu avec l'actualité pressante, hein, et même oppressante, ces jours-ci, la guerre en Ukraine. Alors, le poutinisme et le machiavélisme, aurait-il quelque chose en commun? Très bonne question. Le poutinisme et le machiavélisme entretiennent, pour ainsi dire, un rapport de fusion et de confusion. Autrement dit, un rapport tautologique. Hein, on lit dans les marqueurs du poutinisme, on y surprend du machiavélisme en œuvre, en acte. D'abord par la personnalité du maître de Kremlin, un séducteur, un homme fort, spécialiste des arts martiaux, et par ailleurs docteur en droit. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement un spécialiste des arts martiaux, il n'est pas seulement un spécialiste du politique, c'est également un homme de science, c'est un docteur, il est docteur en droit. Autant dire donc qu'il mobilise presque tout le machiavélisme ici, qu'il met au service justement de la refondation d'un nouvel ordre international. D'où la longueur d'avance au plan stratégique qu'il a toujours par rapport à ses amis outre-Atlantique, notamment du système nord-atlantique. Ouais. Peut-être pour Alors, justement, pour relancer vous Sagasek, est-ce que vous succombez au même charme du poutinisme comme Pascal Blaise? Non, personnellement, quand même, j'ai quelques divergences avec mon ami. C'est provocateur, Ouais. qui est Pascal. Poutine, c'est un personnage que j'avais toujours... bon, c'est quelqu'un qui me semblait quand même assez structuré avant que ne survienne cet événement regrettable, donc du reste, que représente cette guerre qu'il est en train de mener avec l'Ukraine. Tout à l'heure, en écoutant mon ami Pascal parler, je suis d'accord qu'il y a des points, donc des aspects du machiavélisme qu'on peut lire dans les comportements de Poutine. Mais je ne serai pas aussi affirmative que Pascal, dans la mesure où c'est justement là où se joue tout le machiavélisme. Dans la mesure où Machiavel, les gens semblent perdre de vue le fait que Machiavel n'a pas toujours théorisé le mal. Machiavel insiste sur un aspect que les gens ne maîtrisent pas toujours, c'est la nécessité pour un prince de se faire craindre et aimer en même temps. Donc un prince, ce n'est pas quelqu'un qui opprime tout le temps. C'est quelqu'un qui doit être assez raisonnable et sensé pour comprendre qu'il y a quand même un temps, donc qu'il faut quand même réussir, qu'il lui faut quand même réussir à être aimé de son peuple. C'est nécessaire. Et Machiavel pose ses actes dans le prince. Et c'est pourquoi je convie toujours les gens à une relecture de Machiavel, mais tout en ne s'arrêtant pas au prince de Machiavel, tout en lisant les autres ouvrages. Tout ce que les gens retiennent, a priori, c'est le penseur maudit que représente ce théoricien du bréviaire que représente le prince. Mais à côté du prince, Machiavel écrit un ouvrage très important. C'est les discours sur la première décade de Tite-Live. Ouais. Et qui, ces discours à eux seuls, résument tout le patriotisme de l'auteur. Donc cet auteur qui n'hésite pas à se mettre aux côtés des opprimés. Parce qu'il parle donc dans son ouvrage d'un certain nombre de choses que l'Italie a traversées.
la révolte des Tchompi, qui était une catégorie de travailleurs exploités par le patronat. Et dans Le Prince même, pour ne pas qu'on sorte de l'ouvrage, dans Le Prince même, Machiavel insiste sur cette nécessité, je l'évoquais, pour le prince de se faire aimer. Le prince n'a pas à se faire craindre, donc tout le temps. Et il donne pour cela l'exemple d'une ville, la Romagne. Lorsqu'elle a été conquise par César Borgia, la Romagne était vraiment donc, une cité où le désordre régnait. Et pour parvenir à la pacification de la Romagne, César Borgia a fait exprès d'y envoyer un expéditeur cruel. Il l'a choisi à dessein, qui est Rémy d'Orc. Un expéditeur cruel, c'est son ministre, qui était chargé de rétablir la situation en Romagne. Ouais. Mais lorsque la Romagne, comment dire, la raison pour laquelle il avait envoyé cet expéditeur avait été atteinte, avec la pacification de la Romagne, pour l'exécuter. Donc, vous me direz qu'on utilise la violence, d'accord, mais pour retrouver la paix. Donc, pour exécuter, donc pour le chasser, il a convoqué un tribunal public. Et là, il a convié le peuple, l'Assemblée, tout le peuple, qui était vraiment révolté par les agissements de son ministre. Donc, il les a convoqués publiquement et il a exécuté en direct Rémy d'Orc devant le peuple. Il y a une lecture derrière ça. Donc ça, c'est un effet de communication dans la mesure où... La victime expiatoire. D'accord, c'est la théorie du bouc émissaire qui justifie que le prince veuille toujours être quand même quelqu'un qui donne l'impression d'aimer son peuple, même si c'est un art, donc, dans la, comment dire, c'est une communication, il y a une communication derrière, mais quand même, moi, ce que je retiens d'important, l'enseignement qui m'intéresse, donc, à travers cet épisode-là de l'exécution de Rémy d'Orc, c'était quoi? C'était la nécessité, donc, pour un prince, de se faire aimer en même temps que craindre. Parce que quand la période des troubles donc, est passée, le prince n'a plus intérêt à susciter encore donc, cette crainte de la part du peuple. Le prince a besoin d'être aimé. Et c'est pourquoi je ne peux pas être d'accord avec mon ami Pascal à ce propos. Parce que je vois que, bon, Poutine, je veux déjà, on pourrait le juger, on connaît donc les intentions qu'il a derrière et la manière d'exécuter donc ces décisions, la manière donc d'opérer ne traduit pas totalement, à mon avis, cette subtilité que requiert la pratique princière donc dans le prince de Machiavel. Sans vous couper, vous êtes à titre personnel, hein, dans vos activités quotidiennes, vous êtes la conseillère spéciale du président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Oui. Est-ce que Machiavel vous aide à le conseiller? Le président, vous savez, je vais vous dire une chose. Si tant est qu'on puisse réussir à le conseiller, c'est quelqu'un qui est déjà, c'est un esprit encyclopédique. Il est beaucoup plus porté d'ailleurs par cet intellect-là, donc qu'il a poursuivi toute sa vie, que par la politique en tant que telle. Moi, je l'ai connu jeune étudiant, il était mon leader, donc dans la mesure où c'était les années de rêve. Nous traversions une époque assez difficile avec le régime du Parti socialiste de Diouf. Nous étions jeunes étudiants et voilà, c'était une sorte de messie pour nous parce que voilà quelqu'un, donc l'un des fils du président Senghor, donc si ce n'est son fils donc, légitime, donc, qui... Parce qu'il faut rappeler que le président de l'Assemblée nationale actuelle, dont vous êtes la conseillère spéciale, a été directeur de cabinet du président Senghor. Très jeune d'ailleurs. Premier ministre du président Diouf. Et puis premier ministre du président des Affaires étrangères. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est au cœur de, n'est-ce pas, l'appareil du système. Mais moi, sénégalais. C'est quand même particulier. Je ne peux pas
je regarde toujours le président Niasse comme l'intellectuel en tant que tel. Ce qui fait que ça influence d'ailleurs, même dans nos rencontres politiques et tout, donc à l'Assemblée, comment dire, à la permanence, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus porté par cet intellect. Donc, ce qui fait que, bon, arriver à le conseiller, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il écoute beaucoup parce qu'il a cette sagesse, donc, mais c'est quelqu'un qui déjà connaît le terrain, la réalité. Parce que Machiavel, justement, nous enseigne à conseiller les princes. Oui. Bon, vous êtes une conseillère du prince. Oui. Vous voyez le problème? Mais dans un certain sens, qu'on va évoquer plus tard avec mon ami Pascal, parce qu'il comprend ce que je veux dire, parce que c'est pour justement justifier ce que je disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus, en fait, nos rapports sont beaucoup plus basés sur cet intellect-là que nous partageons, cet amour, donc cette passion pour les choses de l'esprit. Même et pour la patrie, le patriotisme. Pour le patriotisme d'abord, parce que c'est par là que je suis entrée en contact avec lui. Donc c'était déjà la rupture que nous demandions à l'époque, donc que nous appelions de nos voeux, et c'est lui qui l'a représenté lorsqu'il a rompu avec, lorsqu'il est sorti du Parti socialiste, et que nous l'avons accompagné jusque dans sa ville natale, donc à Kaolack, pour qu'il lise donc là où il a fait ce fameux appel du 18 juin, du 16 juin autant pour moi, 99. Donc qui a consacré l'avènement d'une nouvelle ère pour nous, avec la création de son parti, l'Alliance des forces de progrès. Donc que nous avons porté, nous, donc, dans la mesure où nous avons quand même contribué au développement de certains secteurs. Donc, étant jeune, la création de l'ANEP, Alliance nationale des élèves et étudiants du Parcours le progrès, donc, etc. Et là, je me dis que quand même, je suis fière d'avoir été quelque part donc, son élève, pour ainsi dire. Alors, quel message auriez-vous pour le lecteur camerounais, le lecteur de votre ouvrage? Bon, je ne dirais pas un message pour le lecteur camerounais, dans la mesure où moi, je vois l'Afrique en termes d'unité. Moi, je ne spécifie pas. J'aime à dire que je me sens beaucoup plus africaine que sénégalaise. Parce que je sens que c'est ça ma racine. Donc, quand je vais à Cotonou, je ne sens pas ma spécificité sénégalaise. Donc là, je vais à la rencontre de mes frères et de mes sœurs. Donc moi, c'est de cette Afrique-là dont je rêve. Donc une Afrique unie, donc, et qui est consciente, dont la jeunesse est consciente des enjeux donc, actuels. Et c'est ce qui me lie par ailleurs à des hommes donc, comme vous, avec qui je partage certains combats, donc, avec qui je compte vraiment réussir à, ne serait-ce qu'à poser les jalons d'une Afrique future décomplexée. Donc là, le message, c'est de lire d'abord tous les auteurs, ces auteurs, mais surtout de ne pas perdre de vue notre spécificité. Donc c'est de partir de cette théorie, de la théorie, donc, pour pouvoir voir comment, en termes d'opérationnalité, donc, incarner, donc, traduire cette théorie dans le réel, en ne perdant pas de vue, comme je le disais, la richesse de nos cultures, donc tout ce qui fait notre spécificité, mais en tant qu'Africain. Pascal Blaise. Très bien. Quel accueil en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, voudriez-vous ou souhaiteriez-vous que nous réservions à cet ouvrage, à ce bébé mis au monde par Saga-Seck? Toute ma sympathie, toute ma reconnaissance d'abord va à l'auteur, le docteur Saga-Seck, conseiller spécial du président Niasse, qui a consacré l'essentiel de son temps à parcourir les arcanes du machiavélisme. Elle est reconnue aujourd'hui comme étant l'une des spécialistes les plus talentueuses de Machiavel. Et
dans le cadre du projet de l'Institut panafricain de prospective, elle constitue la trame par qui l'opérationnalisation de ce think tank sera possible. Et sa présence ici au Cameroun augure des lendemains fructueux pour la jeunesse actuelle et préventivement future, dans le cadre justement de cet institut de prospective en Gésine, au Sénégal. Merci beaucoup. Oui. Cet institut de prospective, excusez-moi Roger, et porte donc l'empreinte du président Niasse, qui en est l'initiateur. C'est lui qui a voulu, donc, pour mieux penser les enjeux futurs, qu'on puisse quand même édifier donc, cela, donc poser la nécessité de création de cet institut, qui est une sorte de laboratoire scientifique. Je pense que j'y reviendrai donc, plus tard avec mon ami Toyam. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous arrivons ainsi au terme de la discussion autour de cet ouvrage majestueux que nous propose à la lecture le docteur Sagar Seck, intitulé « Machiavel et la communication politique ». Un ouvrage qui devrait être lu, qui devrait être consommé et surtout sans modération. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.